Bonjour à tous, j'aimerais tout d'abord remercier tous les membres de jury d'avoir accepté d'évaluer nos travaux de recherche réalisés dans le cadre de ma thèse intitulée Prédiction de l'efficacité de la chimiothérapie appliquée au cancer du sein par le traitement d'image et le deep learning. Chaque année, des milliers de femmes sont touchées par le cancer du sein dans le monde entier. Ce cancer est considéré comme la première cause de mortalité chez les femmes. C'est pourquoi des grands efforts sont en train de se réaliser afin de le guérir. Une fois ce cancer est détecté chez une femme, cette patiente peut passer d'une façon systématique au traitement de la chimiothérapie. Mais malheureusement, avec les protocoles actuels, on ne sait pas si cette patiente va répondre ou pas à la chimiothérapie à cause du fait que la taille de la tumeur ne change pas durant les premiers cycles de chimiothérapie, ce qui rend la tâche de cette prédiction difficile pour les radiologues. Donc, au bout de plusieurs cycles de chimiothérapie, on peut annoncer à une patiente qui n'a pas répondu à la chimio et qu'il faut passer à la chirurgie. Dans ce temps-là, la patiente aura perdu beaucoup de temps, d'argent et peut-être ses cheveux aussi. Donc, notre recherche a comme but de développer de nouvelles solutions afin d'éviter ces chimiothérapies inutiles. Afin d'explorer cette problématique et présenter nos travaux de recherche réalisés dans ce cadre, ma présentation s'articulera autour de 4 parties principales, dont chacune répond à une question bien précise. La première question, c'est le quoi. C'est quoi le cancer du sein, comment il se présente sur des images, etc. Le pourquoi, afin de montrer l'objectif de notre recherche, le comment afin de lister les 4 contributions réalisées dans cette thèse et le résultat, finalement les résultats obtenus. De quoi s'agit-il? En fait, le cancer du sein est caractérisé par l'apparition d'une ou de plusieurs tumeurs à l'intérieur du sein. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la tumeur peut prendre des différentes formes. Ces formes, elles sont classifiées en forme masse, ou bien type masse, là où la tumeur prend une forme plus ou moins sphérique, et la tumeur non masse, là où la forme est plus ou moins irrégulière. Notre objectif principal de la thèse est de prédire si une tumeur du sein va répondre ou pas à un traitement de chimiothérapie dès la détection. Comment pour résoudre cette problématique, nous utiliserons des images. Plus précisément, c'est des images de résonance magnétique ou bien l'IRM. Pourquoi l'IRM? C'est parce que durant un examen d'environ 35 minutes, plusieurs modalités sont acquises par cette modalité d'IRM. Les premières séquences sont les séquences anatomiques. Et là aussi, il y a deux séquences. La séquence T2, là, on voit la tumeur en gris et le reste en noir. Et là, on voit la tumeur en noir et le reste en gris. La deuxième séquence qui nous intéresse, le deuxième type de séquence qui nous intéresse plus, c'est les séquences fonctionnelles. Et là, on a aussi deux types. La première séquence, c'est la séquence de contraste. Là, on voit la tumeur ici, et c'est grâce à l'injection d'un agent de contraste. Le deuxième type de séquence fonctionnelle, c'est la séquence de diffusion qui se base sur l'excitation des molécules d'eau existant dans le corps humain. Et la nature solide de la tumeur ne laisse pas passer ces molécules d'eau, ce qui se traduit par un signal et par la suite par une image qui ressemble à celle-là. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes basées sur du traitement d'image qui ont essayé de prédire la réponse d'un cancer du sein à la chimiothérapie. La première méthode, c'était la méthode d'analyse d'histogramme. Cette méthode, elle fonctionne par le calcul de l'histogramme avant la chimiothérapie,
après la chimiothérapie sur la région tumorale et calculer certaines caractéristiques comme la moyenne, l'écart type, etc. et voir ce qui change avant et après la chimiothérapie. L'inconvénient de cette méthode est que c'est qu'il ignore totalement la relation spatiale entre les pixels ou bien entre les voxels. Pour résoudre ça, l'analyse de texture a été proposée comme deuxième méthode dans l'état de l'art. Et là, pour l'analyse de texture, on peut travailler par exemple sur le Gray Level Coherence Matrix. Et cette méthode-là va permettre de calculer la texture avant la chimio, après la chimiothérapie, et calculer certaines caractéristiques comme la corrélation, l'homogénéité, le contraste, etc., etc. Avant et après, voir ce qui change afin de prédire la réponse. Cette méthode ne peut pas être appliquée à des tumeurs qui sont de petite taille et il ne permet pas, d'ailleurs, comme les analyses d'histogramme, d'identifier chaque région tumorale avec un taux de réponse. Pour cela, la méthode PRM, Parametric Response Mapping, c'est une méthode qui se base sur le principe suivant. Imaginons que ça, c'est la tumeur avant la chimiothérapie et ça, c'est la même tumeur après la chimiothérapie. Il existe des sous-régions de la tumeur qui deviennent plus agressives après la chimiothérapie. Et pour cela, nous donnons sur une cartographie la couleur rouge. Il existe d'autres tumeurs, d'autres régions plutôt, sur la région qui devient moins agressive après la chimiothérapie. Et pour cela, nous donnons une couleur bleue. Le reste de la tumeur est coloré en vert. Le calcul du pourcentage du rouge, vert et bleu va nous donner une idée sur la façon dont la tumeur a réagi vis-à-vis de la chimiothérapie. En faisant une étude comparative entre les trois méthodes principales dans l'état de l'art, notamment en termes de la facilité de la lecture par des radiologues, la comparaison voxel par voxel et aussi l'identification de chaque région avec un taux de réponse, nous avons trouvé que PRM répondait mieux à nos besoins de recherche. L'étude concernant l'état de l'art a été publiée sous format review dans un journal. Passons maintenant à notre première contribution qui consiste à adapter la méthode PRM pour la prédiction de la réponse du cancer du sein à la chimiothérapie. Afin de développer cette méthode, il nous faudrait des données. Nous avons eu l'avantage de travailler sur deux bases de données différentes. La première base de données a été acquise grâce à notre collaboration avec l'Institut de Jules Bourdet à Bruxelles qui concerne 40 patientes. La deuxième base de données a été obtenue grâce à une deuxième collaboration avec Cleveland Clinic aux États-Unis qui concerne 160 patientes. Pour la première base de données, des 40 patientes dont deux patientes une double tumeur, ce qui a donné la possibilité de travailler sur 42 tumeurs. C'est une étude totalement rétrospective, c'est-à-dire qu'on connaît à l'avance si une patiente a répondu positivement ou négativement grâce aux analyses médicales. L'IRM du sein a été effectué à plusieurs moments, avant toutes les chimiothérapies, etc., etc., mais nous avons utilisé que les deux premiers examens, question de prédire à l'avance si une patiente a répondu positivement ou négativement à la chimiothérapie. En plus des données d'images, nous avons des données qui constituent notre ground truth, ou bien notre référence standard sur laquelle on va se baser pour valider notre méthode. L'opération de la biopsie permet de prélever un petit morceau de la tumeur, le faire passer à des études microscopiques afin d'obtenir la réponse standard de notre référence standard. La séquence d'images que nous avons utilisée, c'est la séquence de contraste. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, corona, sur l'image volumique de la tumeur selon la vue coronale, on voit la tumeur ici et cette tumeur elle a des différentes intensités. Il y a des régions qui sont plus intenses par rapport à d'autres. Et cela a un sens, c'est que lorsque une région est plus intense, cela veut dire qu'elle est plus agressive par rapport à d'autres. La méthode PRM peut se résumer sur le schéma suivant. Nous procédons à un crop ou bien une coupe volumique sur la tumeur avant et après la chimiothérapie
on fait passer ce volume coupé, ou bien sélectionné, à un traitement de bias correction qui va permettre d'éliminer tout le bruit concernant la distribution d'intensité lumineuse sur le volume total de l'air, parce que les images acquises par IM sont souvent connues par ce problème. Puis on fait un recalage affine afin d'aligner les volumes avant et après la chimiothérapie. Et puis après, nous appliquons une segmentation afin d'identifier les contours de chaque tumeur avant et après la chimio. Et par la suite, on fait une comparaison voxel par voxel afin d'identifier les régions qui ont répondu positivement, négativement et les régions qui sont restées stables durant la chimiothérapie. Je vais expliquer dans la suite chaque étape. Donc, pourquoi on fait un recalage? C'est parce que quand la patiente vient pour la première fois pour faire un examen et pas pour faire une chimiothérapie et revient une deuxième fois, la nature mot des seins ne permet jamais d'avoir la tumeur positionnée dans les mêmes coordonnées, ce qui nécessite d'appliquer un alignement spatial afin d'avoir les tumeurs dans les mêmes dimensions, dans les mêmes coordonnées. La fonction de recalage utilisée dans ce travail se base sur la maximisation de l'information mutuelle entre l'image cible, qui est l'image obtenue après la chimiothérapie, et l'image fixe, qui constitue l'image avant la chimiothérapie. Cette fonction appelle trois autres fonctions en boucle qui sont fournies par la librairie open source ITK. La première fonction va consister à faire un recalage rigide à ces degrés de liberté qui va permettre de faire des translations et des rotations selon les trois axes de repère afin de s'adapter à la forme de l'image fixe, tout en maximisant bien sûr l'information mutuelle entre les deux images. Puisque on considère que la taille de la tumeur ne change pas après une seule chimiothérapie, donc il faut faire attention à ce niveau-là pour ne pas qu'on a des images de différentes formes qui peut être liées à une mauvaise acquisition d'images ou bien etc. Et donc là, on fait un recalage affine numéro 1 qui va adapter l'échelle de la tumeur avant et après la chimiothérapie. De même, pour la troisième fonction, elle va permettre de faire adapter la forme de la tumeur avant et après la chimiothérapie. Par rapport à la segmentation, pourquoi on fait la segmentation? C'est pour tout simplement identifier les contours de la tumeur afin d'éliminer toute information inutile pour la prédiction, pour le calcul des régions positives, négatives et stables. Donc pour cela, nous avons utilisé la méthode de segmentation basée sur la croissance de régions. Nous avons travaillé sur l'initialisation d'un point manuellement sur la tumeur et en faisant une action sur la souris par exemple, on fait monter la probabilité pour que les régions qui sont voisines seront appartenant ou pas à la tumeur, au contour de la tumeur. Et si jamais là les contours dépassent la tumeur, là on corrige manuellement la segmentation. C'est une segmentation semi-automatique. Après le recalage et après la segmentation, nous obtenons les coupes volumiques suivantes avant et après la chimiothérapie. Visuellement, on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux coupes. Mais quand on superpose les deux tumeurs, la tumeur avant et après la chimiothérapie, on voit clairement qu'il y a des régions qui sont devenues plus intenses, d'autres régions qui sont devenues moins intenses, etc. Et sur ça qu'on va jouer afin de détecter les différentes régions selon leur taux de réponse. Pour ceci, nous considérons que par exemple le I before c'est une valeur d'intensité d'un pixel avant la chimiothérapie et le I after c'est sa valeur correspondante après la chimiothérapie. On fait la différence
et après on calcule le taux en valeur absolue et on fixe un taux de 10,7%. Si le taux de la réponse est inférieur à ce 10,7%, la réponse sera considérée comme stable. Cette valeur fixe a été fixée grâce à trois critères. Le premier critère, c'est l'état de l'art. Le deuxième, c'est suite au conseil de l'ingénieur biomédical qui travaille sur ces images à Jules Bordet. Et la troisième, selon les différents tests que nous avons réalisés. Donc sinon, si le taux est supérieur à 10,7%, on va voir est-ce que l'intensité a diminué ou bien elle a augmenté. Si l'intensité a diminué, c'est-à-dire qu'on a une réponse positive, sinon on a une réponse négative. Et voilà le résultat obtenu. C'est une tumeur sous format cartographie qui permet de détecter la région de la tumeur qui n'a pas répondu, la région de la tumeur qui a répondu positivement, et la région qui est restée stable, tout en calculant par rapport au volume total les trois pourcentages correspondants. Par exemple, pour cette tumeur, on voit clairement que la réponse négative est supérieure à la réponse positive, ce qui dit que cette patiente a répondu négativement à la chimiothérapie. Donc, il fallait évaluer cette méthode. Donc, évaluer techniquement cette méthode. Nous avons alors évalué la méthode du recalage et la méthode de segmentation. Pour la méthode du recalage, nous avons utilisé la méthode des points de repère, ou bien ce qu'on appelle les landmarks. Pour cela, nous avons à l'aide du radiologue fixé le centre de la tumeur et le côté de la tumeur, ici le côté gauche de la tumeur. Nous avons dans un premier lieu même sélectionné le centre du mamelon comme point de repère, mais finalement les deux points ici étaient suffisants afin de prédire, de faire ce recalage. Donc le but c'était vraiment de travailler sur le logiciel de visualisation open source VTK afin de superposer les deux points avant et après la chimiothérapie afin d'avoir un recalage totalement manuel. Puis après, nous avons pour la segmentation utilisé une segmentation manuelle. Donc nous avons tout simplement dessiné la tumeur slice by slice pour toutes les tumeurs de la base de données afin de comparer nos résultats. Donc avec un recalage manuel et une segmentation manuelle, nous avons une version manuelle du PRM et nous avons comparé les réponses positives, négatives et stabilité. Je peux montrer ici la réponse positive obtenue par la méthode manuelle et la méthode développée. Nous observons qu'il n'y a pas une grande différence pour toutes les tumeurs, soit pour la réponse positive ou la réponse négative et aussi pour la stabilité. Pour avoir plus de précision, nous avons calculé la valeur de p-value qui est basée sur un test statistique appelé t-test. Ces valeurs sont toutes supérieures à 0,05% parce que nous avons mis un degré de confiance de 95%. Donc il n'existe pas de différence. Donc puisque la valeur p-value est supérieure à 0,05% et il n'existe aucune différence significative entre la méthode de PRM que nous avons développée et la méthode manuelle. En termes de région sur la courbe ROC, ou bien Receiver Operating Characteristic, cette courbe est la courbe qui se base sur les faux positifs, les faux négatifs et les vrais positifs et les vrais négatifs. Elle est utilisée dans l'état de l'art afin de mesurer la précision d'une méthode qui permet de faire une telle classification. Nous avons trouvé une valeur de 0,89 comme région sur la courbe ROC. Au niveau des résultats visuels, nous avons remarqué que pour la majorité des tumeurs, et surtout les plus agressives, la région rouge se trouvait souvent sur la périphérie. Ce constat était très important parce que au niveau médical, il y a une hypothèse qui dit pour les tumeurs les plus agressives, ils essayent de se protéger durant une chimiothérapie en renforçant leur région de périphérie afin de former ce qu'on appelle des métastases par la suite. Afin de quantifier ceci, nous avons calculé le pourcentage du rouge au centre, au milieu et sur la périphérie de la tumeur. Et ceci pour toutes les tumeurs en utilisant les trois slices centrales afin d'avoir un aspect volumique. On calcule, bien sûr, tout en normalisant par rapport à la surface entourée ici pour le calcul de ce pourcentage. Donc nous avons calculé la région
le pourcentage du rouge au centre, au milieu et sur la périphérie, centre, milieu, périphérie, pour toutes les tumeurs. Et comme vous pouvez le voir, souvent la région, le pourcentage du rouge sur la région de périphérie est plus élevé par rapport au centre et au milieu. En calculant la moyenne du rouge dans la périphérie, le centre et au milieu, nous avons trouvé une valeur de 66,98% sur la périphérie, avec une valeur médiane de 66,71%, ce qui confirme encore une fois que la région rouge se trouvait souvent sur la périphérie. L'étude technique de cette méthode a été publiée en 2018 sur le journal IGCARS, et l'étude médicale, l'analyse médicale, a été publiée sur JMRI. Le seul inconvénient avec cette méthode, c'était la variation inter et intra-utilisateur. En fait, quand moi je segmente la tumeur et je la resegmente une deuxième fois, je ne peux jamais la resegmenter de la même manière parce que c'est une segmentation semi-automatique. Et pareil, quand un autre utilisateur fait la segmentation, donc ce qui rend encore la variation encore plus élevée. Ceci a causé un problème au niveau de ces pourcentages obtenus. Donc ici, les pourcentages étaient différents à chaque fois, mais heureusement, nous avons gardé la même tendance. C'est-à-dire que pour toutes les patientes qui ont répondu positivement, nous avons trouvé que c'était toujours la réponse positive était toujours supérieure à la réponse négative. Mais la différence en termes de ces chiffres a été quand même embêtante, ce qui nous a amené à une deuxième contribution qui a permis de faire la segmentation d'une façon automatique en se basant sur des réseaux de neurones profonds ou bien de deep learning. Afin de réaliser cette segmentation, nous avons utilisé 86 volumes qui proviennent de l'Institut de Gilles-Bourdy pour 43 patientes, et nous avons pris les examens de ces 43 patientes avant toutes les chimiothérapies et avant la chirurgie, juste avant la chirurgie, afin d'avoir des tumeurs qui sont pas semblables au niveau de la taille et de la forme. Donc nous avons un total de 5452 images selon la vue axiale, et voici un exemple d'entrée et un exemple de label. Bien sûr, le nombre d'images n'était pas suffisant, c'est pour ça que nous avons appliqué des opérations aléatoires de zooming, translation et de rotation afin d'avoir plus d'échantillons de données. Donc à chaque étape d'entraînement, nous avons appelé une fonction qui permet de générer ces images aléatoirement afin d'avoir plus de 545 000 images ou bien échantillons différents. Le principe de la segmentation avec le deep learning est toujours le même et se base sur le principe appelé encodeur-décodeur ou bien conv-déconv. Donc le principe est le suivant: nous avons une image en entrée avec une certaine dimension, et cette image-là pardon, il va subir une suite de convolutions, puis max-Pauling, convolution max-Pauling. Chaque convolution va permettre d'extraire des nouvelles caractéristiques, et le max-Pauling va réduire la taille de la matrice, puis encore extraire d'autres caractéristiques en profondeur, jusqu'à l'obtention d'une dimension de matrice de convolution minimum. Et on fait l'opération inverse, c'est-à-dire au lieu de faire du max pooling, on fait du ab pooling, et au lieu de faire des convolutions, on fait du ab convolution, jusqu'à l'obtention de la taille initiale de l'image, et on fait sortir une image, mais qui contient cette fois-ci là les compteurs de l'objet qu'on voulait segmenter. La première architecture proposée dans ce cadre, c'était l'architecture SegNet. C'est une architecture qui a été souvent utilisée pour les applications des voitures autonomes. Et là, elle se base toujours sur le même principe, convolution et déconvolution. La particularité, c'est que on enregistre ou bien on mémorise les indices de Max Pauling dans la partie convolution, et on l'utilise dans la partie des convolutions, et on a une couche complètement connectée, ou bien une dense layer qui permet de classifier si chaque pixel appartient ou pas à une classe donnée. Donc c'est parce que en fait le but était de faire une multi-classification. En utilisant cette méthode, en l'adaptant à notre à nos données, nous avons trouvé une précision de 68,88% avec un taux d'erreur qui était quand même important. La deuxième architecture proposée, et nous avons adapté
l'architecture UNet. Donc UNet, c'est toujours le même principe, conv, déconv, mais la particularité par rapport à d'autres architectures de même type, c'est qu'il y a une opération qui s'appelle la concaténation, qui est entre la partie gauche, qui est la convolution, et la partie droite de la déconvolution. À chaque fois, on fait une concaténation, c'est-à-dire de mettre côte à côte, ou bien de sommer les deux matrices, afin de renforcer l'information sémantique qui va permettre de donner plus de précision au niveau de la segmentation. La fonction de précision que nous avons utilisée, c'est l'intersection over union. Donc ici, nous avons divisé à chaque évaluation l'intersection de la segmentation réelle et la segmentation prédite sur l'union des deux segmentations. En utilisant cette méthode, nous avons trouvé un pourcentage de 76,14% avec un taux d'erreur faible. En comparant avec l'état de l'art, en termes de précision et en termes des mêmes types d'architecture, nous avons trouvé qu'on a une meilleure précision par rapport aux autres. En termes visuels, donc nous avons trouvé que ça c'est l'entrée, ça c'est la réalité. Avec UNet, nous avons trouvé cette segmentation qui est assez proche de la réalité, comme vous pouvez le voir. Mais avec Signet, c'était quand même assez loin. Avec ceci, la variation inter-utilisateur au niveau de PRM était nulle, donc nous n'avons pas de problème avec la variation de ces chiffres. L'étude, cette contribution a été publiée dans une conférence à Bruxelles et une extension de ce papier a été publiée dans un journal. Passons maintenant à notre troisième contribution. Jusque-là, nous avons travaillé sur le traitement d'images et le deep learning uniquement pour la segmentation. On s'est dit pourquoi ne pas développer une nouvelle architecture qui va permettre de recevoir les données d'une patiente avant et après la chimiothérapie et prédire si la réponse a été positive ou négative. Donc pour cela, nous avons utilisé deux approches différentes. Une première approche qui utilise deux examens IRM avant et après la chimiothérapie. Et là, on se base sur les données qui sont fournies par l'Institut de Jules Bourdieu à Bruxelles. Et la deuxième approche se base sur un seul examen. Et là, on utilise 162 patientes qui sont fournies grâce à un stage réalisé dans le Centre d'imagerie médicale et machine learning à l'Université de Cleveland aux États-Unis. Commençons par la première approche. Et là, on utilise une partie de PRM, c'est-à-dire de préparer nos données pour le réseau de neurones que nous avons développé. Donc pour préparer ces données, nous avons appliqué un recalage afin qu'ils comprennent qu'une coupe correspond à la coupe après la chimiothérapie, et puis après une segmentation afin identifier les contours de chaque tumeur. Donc pour des raisons de simplification, je présente le schéma qui peut expliquer l'architecture des plans que nous avons développé. Donc c'est pas le schéma complet ici, c'est juste une illustration. Donc là on a le volume avant la chimio, le volume après la chimiothérapie. Chaque volume va subir parallèlement une extraction de caractéristiques qui va consister à appliquer une convolution, max pooling pour réduire la taille, etc., etc. Bien sûr, entre les max pooling, il y en a d'autres couches qui permettront de faire de dropout afin d'éliminer des résultats qui ne sont pas utiles, des batch normalization afin de normaliser les données, etc. À la fin de chaque branche, il y a une couche flatten. Cette couche va permettre de préparer les données à la classification de telle sorte de transformer une matrice de caractéristiques en un vecteur de caractéristiques. Ceci va permettre de faire une concaténation par la suite et appliquer à une couche fully connected. Chaque neurone va être connecté à un élément de vecteur afin de faire une classification si cette tumeur a répondu positivement ou négativement avec un tel pourcentage. En utilisant l'approche 2D, nous avons trouvé une précision de 90,68% avec une région sur la courbe ROC de 90. Puisque nous avons des données en 3D, nous nous sommes dit pourquoi ne pas exploiter cela et utiliser chaque vue
dans notre réseau de neurones proposé. Pour cela, nous avons dupliqué notre réseau de neurones 3 fois. Une pour la vue axiale, une pour la vue transversale et une pour la vue coronale. À chaque fois, on obtenait un pourcentage de réponse positive ou négative. On a calculé la moyenne des 3 pourcentages afin de prédire si la réponse a été négative ou positive selon les 3 vues du sein. Avec ceci, nous avons trouvé un pourcentage de 2,51% avec une région sous la courbe de 91. L'étude 2D a été présentée dans la conférence SPI en Californie et l'étude 3D a été présentée en Espagne dans une conférence au Springer. Passons maintenant à notre quatrième contribution qui consiste à adapter notre réseau de neurones pour qu'il reçoive un seul examen, qui est l'examen 0, et aussi expliquer visuellement les résultats que nous avons trouvés. Pour cela, nous utilisons les données de 160 patientes qui sont obtenues grâce à une collaboration avec Cleveland Clinic. Et là, c'est dans le cadre d'un stage que j'ai réalisé au laboratoire d'imagerie médicale et d'intelligence artificielle à l'université de Cleveland. Donc l'exigence était claire, c'était d'utiliser un seul examen sans aucun autre examen afin de prédire si une patiente va répondre ou pas à la chimiothérapie sans faire aucune chimiothérapie. La particularité de cette base de données, c'est que pour chaque examen, nous avons 4 volumes. Ces 4 volumes, ils viennent du fait durant l'injection d'un agent de contraste. En fait, durant l'injection de contraste, on fait 4 acquisitions à des instants différents. Donc, on fait une acquisition à l'instant T1, T2, T3 et T4 et on a 4 volumes obtenus. Voilà un exemple de volume. Nous avons ici le contraste qui n'a pas été pris totalement et après il commence à se prendre petit à petit. Pourquoi on fait ces acquisitions? Parce que chaque tumeur peut prendre le contraste d'une façon différente. Il y en a des tumeurs qui vont prendre tout le contraste dès le début, il y en a d'autres qui vont le prendre au deuxième, il y en a d'autres comme celle-là qui vont prendre ça progressivement durant les 4 acquisitions. Donc ici, le but c'est d'utiliser les 4 volumes afin de prédire. Puisqu'il s'agit du même examen, nous n'avons pas eu besoin de faire des pré-traitements parce qu'il n'y a pas de recalage à faire. Donc voilà un exemple entre la première et la quatrième acquisition. On voit bien que la tumeur a pris du contraste. Nous avons un réseau de neurones profond qui reçoit 2 volumes. Mais nous avons 4 volumes. Donc il fallait faire un choix entre quel est le couple des 2 acquisitions qui va permettre de prédire mieux la réponse à la chimiothérapie. Pour cela, la solution que nous avons trouvée, c'était de faire réentraîner notre réseau de neurones pour toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire la 1 avec la 2, la 1 avec la 3, la 1 avec la 4, ce qui donne 6 combinaisons possibles. Donc nous avons fine-tuné notre réseau de neurones, notre architecture, et nous avons obtenu à chaque fois un modèle avec une telle précision afin d'identifier quel est le couple de deux acquisitions qui permet de donner le mieux. En plus de ça, nous avons adapté notre réseau de neurones pour qu'elle reçoive 4 entrées en même temps et faire un entraînement parallèle en utilisant les 4 acquisitions en même temps. Et voilà les résultats que nous avons trouvés en utilisant une cross-validation, bien une validation croisée sur 100 patientes en divisant les 100 patientes sur 7. À chaque fois, on laisse une portion pour le test et les 6 portions pour l'entraînement. Donc la meilleure précision était obtenue en utilisant la première et la quatrième acquisition. Et ceci est expliqué par le fait que pour la majorité des patientes, l'intensité au niveau de la tumeur était plus différente en utilisant la première et la quatrième acquisition par rapport à d'autres combinaisons, par exemple comme la 1 et la 2, la précision n'était pas au top parce qu'il n'y a pas de grande différence entre la première et la deuxième acquisition. En utilisant les 4 acquisitions en même temps, nous n'avons pas trouvé des meilleurs résultats par rapport à la 1 et la 4. Donc nous avons sélectionné ce modèle comme meilleur modèle pour le test pour d'autres bases de données externes. Donc nous avons sélectionné notre meilleur modèle et nous avons appliqué des validations sur 2 bases de données différentes. La première vient du CHU de Cleveland et la deuxième vient de l'Institut international de santé
grâce au fait que le prof qui nous a accueillis était membre de cet institut international. Ok. En utilisant le calcul de la région sur la courbe pour les deux bases de données, nous avons trouvé une précision de 84 pour la première base de données qui concerne le CHU Cleveland et 80 pour les 30 patients de l'Institut international de santé. Comparé à ce qui a été trouvé déjà par nos collaborateurs avec le même deep learning et pour les mêmes bases de données, ils ont trouvé 76 vs seulement 68 pour les données de NIH. Je dois souligner ici que les données qui sont venues de NIH sont des données multi-institutionnelles, c'est-à-dire que les patientes ici sont venus de différents centres aux États-Unis. Chaque centre a son propre protocole, son propre manière de faire des acquisitions. Il y a aussi des dimensions différentes, des machines différentes aussi. Et c'est ça ce qui rend notre méthode intéressante. C'est parce que même avec une base de données avec plusieurs sources de données, nous avons trouvé des meilleures précisions. En comparant par rapport aux données d'entraînement, nous avons trouvé que la méthode de réseau de neurones à proposer à entrée multiple est meilleure par rapport à PRM et encore meilleure par rapport à la méthode utilisée par les radiologues qui se base sur le changement de la taille de la tumeur. Donc, ces résultats étaient vraiment encourageants, ce qui nous a poussé à expliquer ça visuellement aux radiologues. Afin de faire cette explication visuelle, nous avons travaillé sur la méthode GradCam qui se base sur le gradient, et d'ailleurs le gradient est utilisé pour l'optimisation des différents réseaux des différents modèles deep learning utilisés dans ce travail. Cette méthode GradCam telle qu'elle est, elle peut être appliquée facilement à des réseaux de neurones qui sont connus comme le VGG, comme ResNet, etc. Mais nous, on a un modèle qu'on a fait nous-mêmes, qui est un modèle parallèle en plus, et il y a une couche flatten qui empêche de faire fonctionner GradCam correctement. Donc ce que nous avons trouvé comme solution, c'était de tester sur les différentes branches, la branche numéro 1 et la branche numéro 2, parallèles, et juste avant la couche flatten. Et donc là, en utilisant ceci, nous procédons comme ceci. Donc nous avons le meilleur modèle qui est enregistré, on a une image d'entrée. On lance une prédiction et en parallèle, en choisissant la couche qu'on veut utiliser pour la prédiction d'afficher la map des caractéristiques, on superpose la map de caractéristiques avec l'image d'entrée afin de voir quelles sont les régions de cette tumeur qui ont participé plus à la prédiction, soit d'une réponse positive ou bien d'une réponse négative. Voilà, je montre ici deux exemples de patientes qui ont répondu positivement et deux patientes qui ont répondu négativement. Pour les patientes qui ont répondu positivement, on voit que les régions de la tumeur les plus décisives pour prédire la réponse existaient au milieu de la tumeur ou bien sur tout le volume tumoral, comme vous pouvez le voir ici sur les différents exemples. Mais pour les patientes qui ont répondu négativement, on voyait, pour les 4 exemples que vous voyez là, vous voyez que la région externe de la tumeur, ou bien la périphérie de la tumeur, sont les régions les plus décisives pour prédire que la réponse est négative. Cela n'est pas seulement cohérent avec l'hypothèse médicale qui dit que la tumeur la plus agressive se défend durant la chimiothérapie en renforçant sa région périphérale, mais aussi avec les résultats qu'on a trouvés avec PRM, qui est une méthode basée totalement sur des traitements d'images classiques. Donc on a une cohérence entre la méthode PRM, la méthode Deep Learning et aussi la méthode médicale, ou bien les hypothèses médicales. L'analyse technique de cette méthode a été publiée sur EJCARS récemment, sur le journal EJCARS, et la méthode, ou bien l'analyse clinique de cette méthode a été publiée en collaboration avec des oncologues et des radiologues sur format short paper sur le Journal of Clinical Oncology. Une étude globale qui englobe l'aspect médical et l'aspect technique a été soumis au journal Nature
Il est heureusement sous considération. On a quelques remarques à valider afin de le resoumettre. Donc, pour conclure, après une étude approfondie dans l'état de l'art, nous avons choisi la méthode PRM comme méthode de prédiction de la réponse à la chimiothérapie. Cette méthode fournit des résultats quantitatifs en termes de quantité et aussi en termes de pourcentage de réponse, et aussi qualitatifs pour voir les régions de la tumeur qui ont répondu positivement et négativement. Donc, le seul inconvénient, c'était la variation inter-intra-utilisateur. Donc, nous l'avons résolu avec la méthode de segmentation basée sur le deep learning. Et puis après, nous avons créé une nouvelle architecture deep learning qui prend comme paramètre les tumeurs avant et après la chimiothérapie et qui donne comme réponse la prédiction à la classification des tumeurs répondeuses et non. Nous avons adapté la même architecture tout en expliquant visuellement comment le deep learning a décidé que la patiente a répondu positivement ou négativement et en prenant comme paramètre un seul examen comme entrée de réseau de neurones. Finalement, les résultats visuels que nous avons trouvés, les résultats qualitatifs que nous avons trouvés sont cohérents avec les hypothèses médicales, soit au niveau de PRM, soit au niveau de deep learning. Finalement, je peux dire que nous avons réussi à développer des nouvelles solutions qui permettant de prédire si une patiente peut répondre ou pas à la chimiothérapie. Cela peut être testé très prochainement afin d'éviter des chimiothérapies inutiles. Une recherche ne se termine jamais. C'est pour ça que nous avons encore des perspectives en attente, comme continuer des tests en rajoutant à notre base de données encore 100 patientes qui sont encore sous annotation par Cleveland Clinic. Développer des nouvelles méthodes de deep learning qui se basent sur les RNN. Ces méthodes-là elles sont souvent utilisées pour les problématiques à terme série temporelle. Et là aussi, on a des images qui sont acquises dans le temps. Donc, ça serait intéressant d'utiliser ces réseaux de neurones profonds. Puis, utiliser des séquences d'IRM de type de diffusion. Et finalement, appliquer les méthodes basées sur le mixage de plusieurs caractéristiques qui viennent de plusieurs méthodes et faire de machine learning afin d'avoir des prédictions. Et cette méthode est connue par le radiomix. Durant cette thèse-là, nous avons réussi à publier 8 articles dans des journaux référencés et indexés et 7 autres articles dans des conférences internationales liées à notre domaine de recherche. Voici d'autres recherches qui ont été présentées dans des événements scientifiques à l'étranger et d'autres publications qui sont en train de se finaliser. Et voici mes 4 séjours à l'étranger, dont le séjour au centre d'imagerie médicale et machine learning de l'University Case Western Reserve à Cleveland aux États-Unis. Donc je vous remercie de votre attention. Je suis là bien sûr pour toute question.